Bon, on a appris un peu à vous connaître au travers de petites questions, mais justement, on va lancer le premier sujet par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est que 10 ans, donc tu as vu le tout début de Miracle jusqu'à maintenant. Les équipes ont grossi, Un peu. forcément, je pense. Il y a eu des nouvelles personnes, Isabelle. Euh, Comment est-ce que vous avez vécu là, ces dernières années en termes d'organisation? Parce que vous avez grandi, on en parlait hier justement, où vous êtes passé de 120 à plus de 200, je crois, sur une année. Comment est-ce que vous avez évolué? Parce que en termes de nombre, c'est cool, mais il y a toute une orga derrière. Comment vous êtes structuré actuellement? Tu veux prendre? Ah, vas-y, je te laisse. Ok. Déjà, c'est pas un exercice facile. Bon, une boîte en hyper croissance, miracle ou pas, finalement, c'est sans cesse en train de se réorganiser. On est 20, on est 30, on est 50, on est 75, on démarre des nouveaux produits, on accumule un peu de dettes, on change d'hébergeur, donc c'est constamment en train de se réorganiser. Je pense que organisationnellement, le plus grand pas qu'on ait fait, ça a été pendant ces 2 dernières années, et suite à l'arrivée d'Isabelle, où on a fait une réorg très fonctionnelle en squad. Et on a vraiment essayé de construire une orga qu'on appelle Miracle Labs, Mhm. où on crée des squads qui sont des groupes de 8 personnes, avec un PM, un lead dev squad lead, 6 devs et un QA. Et ces équipes-là, elles sont regroupées au sein de piliers, qui sont des grands pendant fonctionnel de notre plateforme. Tu as le catalogue, tu as la gestion des vendeurs, sur les métiers d'e-commerce qu'on pratique. Et ce qui était important, c'est de pouvoir leur donner beaucoup d'ownership. Ça veut dire qu'ils soient maîtres de leurs produits, maîtres de leurs fonctionnalités, qu'ils puissent les déployer ensemble, qu'ils puissent les concevoir ensemble, qu'ils puissent créer la roadmap ensemble, et que vraiment on crée cette émulation au sein d'un squad où ils se sentent vraiment propriétaires de leur scope fonctionnel, et qu'ils écoutent les clients, qu'ils écoutent les besoins qui remontent des équipes commerciales, du marché ou de l'expertise qu'ont nos product directors sur tous les métiers qu'on pratique. Et ça a pris quoi? On a bien mis 3-4 mois en process à faire beaucoup de déj. Je me souviens, ça s'est fait au sein de l'été dernier où tu fais ça en parallèle de tout ce que tu essaies de faire et des problèmes que tu as et des avant-ventes que tu as et de tout. Donc ça s'est fait avec nos équipes qui étaient vraiment motivées par l'arrivée d'Isabelle et de pouvoir s'organiser, d'avoir plus d'ownership et de mieux se structurer. Et on a fait beaucoup de déj de boulot où on a fait travailler des engineering managers, des product managers sur la vision qu'Isabelle et moi on partageait et de ce qu'ils en pensaient et d'avoir leur feedback, et d'analyser leur feedback. Donc c'est pas évident, surtout que chez Miracle, t'as pas mal de gens qui sont là depuis longtemps. Quand tu demandes, quand on fait une survey en interne chez Miracle et qu'on demande qu'est-ce qui est top dans cette boîte, la première réponse depuis 10 ans qui arrive toujours en top des votes, c'est les gens avec qui on bosse sont vraiment très cool. Et ce qui fait qu'il y a une grande longévité des gens chez Miracle. Et mine de rien, plus tu es là depuis longtemps, c'est comme tout, plus les choses sont un peu difficiles à changer, plus tu as tendance à un peu moins t'adapter, à un peu moins d'être dans ta zone de confort. Même quand tu travailles avec des gens, on a beaucoup de chance, on travaille avec des gens extrêmement brillants, etc. Réussir à les motiver sur ces aspects organisationnels, sur les nouvelles responsabilités, parce que ça, mine de rien, cette organisation, elle nous a permis aussi de donner beaucoup plus de responsabilités à des gens qui en avaient moins dans l'organisation. Dans une boîte où tu as plus de 250 personnes dans les équipes tech, tu as quand même pas mal de gens qui veulent aussi avoir plus d'ownership, plus de responsabilités. Donc ça, c'était un moment sympa à faire. C'était hyper enrichissant, comme tu dis. Moi, je suis arrivé, j'étais tout seul avec les deux cofondateurs. Et aujourd'hui, notre équipe tech, c'est 250 personnes. Bon, ouais, il y a eu quelques changements. Ouais. Et donc 250 personnes sur la partie tech. Combien il y a de personnes sur la partie Ça product? englobe la partie Ok. engineering et produits. C'est tout Labs pour nous, Ouais. c'est 250 personnes et il y a à peu près une quarantaine de personnes côté produit. C'est énorme. Ouais. Et donc il y a des product designers, product managers, Des product content aussi. product content, ok. Ouais. Des ops, On a des ops aussi, ouais. ok. Trop cool. Ouais. Et
justement, comment est-ce que vous vous êtes découpé de manière... là, tu me parlais de squad. Des fois, vous allez faire popper des squads. Enfin, c'est par rapport à des nouvelles fonctionnalités, nouvelles offres. Comment tu vois la chose, toi, Isabelle? En fait, quand on est arrivé, on a vraiment traité ce changement organisationnel comme un produit. C'est-à-dire qu'on a posé un diagnostic, on a regardé ce qui marchait moins bien, on a priorisé les problèmes qu'on voulait régler, et ensuite on a défini ensemble, en tant que groupe, l'organisation. Et j'en suis peut-être à ma 4e scale-up maintenant. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, les frameworks qu'on nous apprend dans les bouquins, c'est bien dans les bouquins. Et en fait, ce qui marche bien, c'est plutôt de construire une boîte à outils et d'utiliser les bons outils sur les problèmes dont on a besoin. Et donc chez Miracle, effectivement, on parle de squad, mais c'est pas tout à fait au sens strict du terme. Et en fait, on a 2 types de squads. On a ce qu'on appelle les core squads qui sont vraiment organisés fonctionnellement, parce qu'en fait, c'est ce qui marchait le mieux pour notre produit. Comme on a un seul code base, un seul code source qui sert tous les typologies de clients, on n'a pas des versions différentes ou des branches différentes. Donc c'est ce qui faisait le plus de sens pour nous, d'être organisé en portefeuille fonctionnel avec des squads core. Et quand on a besoin, on crée des project squads parce qu'on a des projets qui vont avoir un début, un milieu, une fin, avec un scope bien défini. À ce moment-là, on les monte, on prend les personnes qui sont les plus pertinentes, on les met ensemble et on les fait travailler dessus. Et quand ils ont fini, ils reviennent dans leur squad respectif. Okay. Mais l'idée pour nous, c'est d'avoir vraiment des core squads qui sont spécialisés dans leur portefeuille respectif de produits. Parce que j'aime bien toujours prendre cette image. Si tu reviens à la définition de squad ou S-squad en français, ça t'a un peu cette image un peu militaire. C'est-à-dire, c'est les groupes de Navy Seals, tu les mets dans n'importe quel environnement un peu challenging et ils vont réussir parce qu'ils ont appris à travailler ensemble, ils ont appris à développer un langage commun, ils ont appris à affronter les difficultés ensemble et donc ils peuvent surmonter les obstacles ensemble. Et on aime bien l'idée que non seulement ils développent cette expertise au fil de l'eau, mais aussi que finalement ils apprennent à travailler comme une équipe. Et l'équipe, c'est pas que les devs d'un côté, les PM de l'autre, c'est vraiment tout le monde ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de développer au sein de nos équipes, c'est cette cohésion d'équipe. C'est d'ailleurs une de nos valeurs, hein, le work hard together, c'est vraiment ça. Et donc la notion de squad s'inscrivait très très bien dans ce concept-là, avec notre typologie de produits, avec la maturité technique qu'on avait, ça marchait très bien. Quand tu parles de core squad, c'est par exemple la connexion, enfin, c'est des énormes domaines fonctionnels? Ouais, comme expliqué Naji, on a tout un pilier catalogue par exemple, et du coup on a 3 squads différentes qui travaillent dans le catalogue. On a une squad qui va plus être orientée sur tout l'aspect onboarding du catalogue de nos vendeurs pour qu'ils puissent charger notre catalogue. Il y a toute une partie qui est plus orientée sur la gestion de tout ce qui est prix, gestion des offres, inventaire. On va avoir une équipe qui va être plus sur la partie configuration où on utilise pas mal d'intelligence artificielle pour pouvoir gérer les catalogues, parce qu'il faut savoir que c'est des volumes assez conséquents. On a des clients aujourd'hui qui ont 70-80 millions de références via la marketplace, donc ça veut dire qu'il faut qu'on gère ces volumes-là. Et donc chaque squad a sa spécialité avec ses KPI, ses North Star Metrics, sa mission, clairement définie dans une squad charter, et en fait ils avancent comme ça. L'avantage, c'est que finalement tu peux bouger d'une squad à l'autre et tu retrouves un peu les mêmes façons de travailler. Maintenant, nous, on n'impose pas du tout un framework à chaque squad. Ni Scrum, ni Kanban, en fait, c'est exactement. Chaque équipe définit sa meilleure façon de travailler. Ça peut être Scrum, Kanban, ça peut être Scrum Ban, ça peut être ce que tu veux. À partir du moment où ils ont défini leur feuille de mission ensemble et qu'ils ont compris ce qu'ils avaient à livrer, ça permet vraiment finalement de descendre au maximum le centre de gravité de décision. Du coup, bien sûr, Naji et moi, on essaie de donner une direction, on a les objectifs d'entreprise, mais après, chaque pilier et puis chaque squad, on essaye de leur donner le maximum d'ownership. Il y a toujours un effet top-down, bottom-up, bien sûr, mais l'objectif, c'est vraiment de leur donner l'ownership sur leurs produits, quoi. Et c'est ce qui fait aussi la force des belles entreprises, c'est si tu donnes de l'autonomie, en fait, à chaque fois, à ce moment-là, en fait, les personnes sont contentes et restent aussi dans l'entreprise. Ouais. Si tu leur dis quoi faire exactement, à un moment donné... Et on essaye au maximum. Après, il y a toujours, il y a toujours quelque chose. On a un changement de régulation, il va falloir prioriser le changement de régulation parce que c'est obligatoire. Mais c'est vrai qu'on essaie au maximum de donner le maximum de ownership à nos équipes. Okay. Et c'est ce qu'on revoit aussi finalement ressortir à la fois dans les scores de satisfaction, par exemple, de nos employés, parce qu'on fait ça de temps en temps. D'NPS interne. Oui, exactement. Ou quand on fait même juste du feedback, on voit que c'est le changement qui a apporté le plus de
satisfaction sur quand même une majorité de nos employés. Ok, trop cool. Top. On a une question du chat pour Naji, de Alex Supercool, qui te demande est-ce que tu fais encore un peu de tech ou plus du tout? Et si plus du tout, est-ce que ça ne te manque pas du tout? J'en fais encore. Ok. Je code pas, hein, évidemment. J'ai pas envie que je fasse bugger tout. Je crois que la dernière fois que j'ai codé un truc sur la plateforme, c'était fin 2015 ou début 2016. Donc ça fait quand même un petit moment. Je fais encore pas mal de conception technique et d'arbitrage sur les façons d'héberger, plutôt ce genre de choses-là. Mais pas plus tard que ce matin, j'étais dans une conception tech sur la façon dont on allait archiver des données assez sensibles pour restitution aux clients quand ils font la demande. Voilà. J'aime bien participer à ça, c'est un sujet assez sensible. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les idées, comment est-ce qu'on compte le faire, comment est-ce qu'on compte le sécuriser. Ça, c'est ce que j'adore faire. Trop cool. Top. Et toi, justement, Isabelle, est-ce que tu as écrit une US récemment? Alors j'aimerais, mais non, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas écrit de user story non plus. Maintenant, je reste quand même très présente dans le produit. On a encore eu une séance de validation de user journey qui a été proposée par nos équipes product design ce matin. Voilà, sur nos produits qui sont les plus impactants, qui vont vraiment changer de manière significative l'expérience utilisateur. J'aime bien être impliquée dans ce genre de conversation. Comme on l'a dit, on travaille beaucoup aussi sur la priorisation. Est-ce que ça apporte la vraie valeur business qu'on pense? Donc, mais oui, la user story, ça fait un petit moment, j'avoue que... Mais ça ne m'empêche pas de challenger de temps en temps les épiques, par contre. Oh. Du coup, tu vas dans ton backlog Jira? Non, vous êtes sûr? Ouais, on est sur Jira et on utilise beaucoup Product Board aussi, en fait, comme outil. C'est un bon outil de communication pour l'externe. Trop cool. Et comme tu l'as dit, une organisation, c'est aussi un produit. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais comment est-ce que tu te dis, ok, en fait, je vais faire évoluer mon organisation? Qu'est-ce qui fait que là, il y a un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que l'organisation, on se pose et à ce moment-là, on voit qu'il y a un trou dans la raquette et on fait évoluer l'organisation? Est-ce que c'est finalement au jour le jour, on voit qu'il y a des petites interactions, donc on met un petit process à droite, un petit process à gauche, et finalement c'est un amas finalement de petits process. Comment est-ce que vous vous êtes dit, là, grosse réorganisation, là il faut vraiment qu'on change cette organisation de manière globale? Moi, je l'ai vécu à la taille des équipes. Quand tu as des squads qui commencent, avant qu'on soit en squad, quand on disait juste équipe A, équipe B, équipe C, qui avaient des noms un peu plus drôles que ça. Mais la taille, des trucs pas... Ok, on va se faire ban Twitch. CSI, ça marche. Ah oui, c'est vrai. Les autres. Donc la taille de ces équipes. Après, ça a souvent été la base d'une réorganisation ou de changements assez structurels. Ça a été la prise de confiance d'inefficacité. Voilà. Tu commences à perdre du temps tu te rends compte que il n'y a pas suffisamment d'alignement, qu'on fait trop d'aller-retour entre l'acceptance d'une user story et ce qui avait été déterminé au début. Quand Isabelle est arrivée, elle nous a beaucoup parlé elle nous a apporté pas mal l'expertise de ses précédentes scale-up sur quels sont les artefacts très importants à construire au sein d'une squad ou d'un pilier avant de s'engager à partir du discovery, avant de s'engager dans le développement. Et c'est ce genre de pratique et c'est ce genre d'outils dont on avait besoin. Plus tes équipes grandissent, et plus c'est compliqué de tout gérer et plus vous faites des choses en parallèle. Plus tu as besoin de petits outils comme ça. Et ça ne te saute pas forcément aux yeux d'un coup. Au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as fait 2 épiques sur lesquelles tu as eu beaucoup de problèmes. On fait des post-mortem systématiquement quand on a un problème. Okay. Cool. Et là, on se dit, voilà, on aurait dû faire ça comme ça, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. On n'a pas peur d'établir des responsabilités. Tu vois, enfin, on ne juge pas les gens à leurs erreurs, on juge plutôt les gens à la façon dont ils vont se comporter une fois qu'ils ont fait leur erreur, nous-mêmes, et on se l'applique beaucoup à nous-mêmes. Donc ouais, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'on n'est plus suffisamment efficace. On est dans l'e-commerce, on développe une solution avec des concurrents, avec souvent des prospects ou des clients qui imaginent qu'ils vont le développer en interne.
Et pour être le plus compétitif sur notre marché, il faut développer beaucoup de fonctionnalités, que ce soit B2C, B2B, gestion de l'onboarding, la qualité de la gestion d'une plateforme. Et on est dans un monde où tout va très vite, donc rester performant avec la meilleure qualité possible, ça a toujours été un critère hyper structurant chez nous. Et il n'y a pas des fois des problèmes d'ego sur de la réorganisation, parce que celui qui a pondu l'organisation d'avant, ça peut être aussi son bébé, tu vois, je pense que... Si tu veux, ça fait partie des choses qui sont difficiles dans le management, mais je pense que systématiquement, on arrivait à la prise en compte des problèmes qu'on essayait de résoudre en se réorganisant était partagée. Les post-mortem permettaient à tout le monde de mettre le doigt sur ce qui allait pas, là où on devait s'améliorer. Donc on n'a pas, honnêtement, on n'a pas eu de gros sujets à ce niveau-là. On n'a jamais eu une réorg et le lendemain de la réorg, tout le monde ça, c'est jamais arrivé. Ce serait terrible. Et ce serait assez terrible. On a 2 questions du chat. On a Stavax42 qui vous demande comment est-ce que vous intégrez le support SAV client dans vos process de squad. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai le support, ça a été sous mon aile pendant pas mal de temps. Maintenant, c'est les équipes Customer Success, Client Success, qui les pilotent. Il y a en 2013, vers mi-2013, on a commencé à avoir nos premiers clients live qui faisaient du business sur la plateforme. Donc des premiers besoins vraiment en support très réactif et d'une grande qualité. On s'est inspiré, parce que les grands copies, de pratiques qu'on a appelées le firefighting. Je pense qu'il y a pas mal d'autres boîtes qui appellent ça comme ça. Où en fait, à l'époque, on fait toujours ça. On prenait un développeur de chaque équipe pendant un sprint, et ils changeaient physiquement de place, ils prenaient leur laptop et ils allaient s'asseoir en face des équipes support. Et donc en fait, tu avais l'équipe support qui faisait le support niveau 1 et niveau 2, et dès que ça devenait un peu trop compliqué ou un peu trop axé performance, sécurité, ils avaient les développeurs en phase 2 directement pour pouvoir résoudre les problèmes. Et ces développeurs, pendant ce sprint, ils étaient dédiés à 100% au support. Ou à l'amélioration de petits outils internes ou de choses comme ça, mais ils n'étaient pas comptés dans la vélocité d'une équipe à ce moment-là. Vraiment, on les mettait de côté. Et leur objectif principal, c'était on trouve un bug, on trouve un problème, ou un client ne comprend pas quelque chose, on l'aide. Et on essaie de le résoudre le plus rapidement possible. Et ça fait 8 ans qu'on fait ça. Bah là, du coup, tu as une SLA qui est hyper réduite. C'est en gros, le développeur, il sait exactement... Ouais, et ça a beaucoup de sens avec notre modèle économique, si tu veux. On est sur un modèle win-win-win, où c'est une relation déjà tripartite entre des opérateurs de marketplace qui sont nos clients, des acheteurs et des vendeurs. Quand une vente se fait, tout le monde doit être content. Le client, il est content de ce qu'il a acheté. Le vendeur, il est content de vendre, et l'opérateur, il est content de prendre des commissions sur des produits qu'il n'a pas eu à stocker, etc. Et nous aussi, on prend une commission sur cette vente. Donc à partir du moment où nos clients ne peuvent plus faire de business, nous aussi on fait plus de business. Et donc finalement le cercle vertueux. Ouais, le SAV il est super important. Et après l'équipe support, c'est pas que des bugs ou des problèmes urgents. Parfois c'est aussi des vraies demandes de la part des clients d'amélioration. Du coup, on a travaillé pour avoir une intégration directe entre les outils de nos équipes support et nos outils produits pour collecter toutes ces demandes-là. Donc, on a à la fois les stats, mais aussi les remontées de l'équipe support. Donc, Zendesk et ProductBoard sont immédiatement intégrés. Donc, tous ces insights qu'on collecte, on les a directement. Donc, c'est aussi une source d'idées assez précieuse pour notre roadmap quand on doit collecter des idées, collecter des stats. Ok. Je sais qu'on avait parlé, nous, avec Ledger, qui ne peut pas avoir de données, par exemple. Et sa seule donnée, c'était aller sur la FAQ et voir, en fait, quelles étaient les questions les plus posées pour pouvoir débugger des choses sur... Intéressant. C'est assez Mais c'est un autre avantage, cette mécanique, c'est que tu confrontes les développeurs aux problèmes qu'ont les clients en utilisant le produit qu'ils développent eux-mêmes. Et c'est une très bonne leçon pour nos équipes et pour nous.
Eat your own dog food, enfin, c'est une expression qu'on utilise assez souvent, donc c'est pas pour rien. On a Sonity Z qui vous pose la question, comment est-ce que vous faites pour attirer vos talents tech et être reconnu aussi comme une boîte tech? Ça, ou tech et product, et du coup aussi product, comment est-ce que vous faites? Je pense que pendant très longtemps, Miracle, c'était un peu le secret le mieux gardé de la French Tech. Je pense que comme tu l'as bien évoqué avant, comme on est une boîte B2B, on connaît les noms des boîtes un peu plus grand public, mais c'est vrai que Miracle, pendant très longtemps, on n'en a pas trop entendu parler. Et c'est ce qu'on essaie de changer depuis 1 an. C'est d'être plus identifié et reconnu. Donc c'est pour ça déjà qu'on est là aujourd'hui. On essaye de parler un peu de nous et ce qu'on fait, mais pas que. On a ouvert notre blog tech. Ça nous permet aussi de montrer un peu plus ce qu'on fait, de parler de nos innovations, de nos contributions à l'écosystème tech. On a pas mal de grandes conférences où on est présent aussi et on est reconnu maintenant comme un influenceur, ou en tout cas parmi ceux qui créent aussi la façon de travailler. Alors je vais me la péter 2 minutes, mais notre Head of Design a été retenu à la conférence Figma il y a quelques semaines pour présenter notre content system et comment on l'a intégré dans nos process de développement design et produits. Et ben on est très fiers qu'une boîte française ait pu être représentée à San Francisco parmi les grandes startups de la Silicon Valley. Et donc voilà, on essaye d'être beaucoup plus visible, beaucoup plus présent et de montrer qu'on est non seulement innovant au niveau de notre technologie, parce que oui, on investit beaucoup. On a doublé notre taille de data scientist, par exemple, parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence artificielle. Mais aussi, on essaie d'innover sur la façon de travailler, que ce soit dans le produit, dans la tech, et on veut en parler un peu plus. Donc, c'est notre stratégie aujourd'hui d'être beaucoup plus présent, de faire un peu plus parler de nous. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec l'actualité récente de Miracle, on a aussi gagné un peu en visibilité. Ça, c'est... Félicitations, du coup, aussi. Gentil. Merci. On a Jordi qui vous dit c'est trop cool de faire ça, envoyer les devs au support pendant un sprint, c'est que la win. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, en tout cas que j'ai pas souvent vu de mettre en fait quelqu'un de soit product soit tech sur. Chez nous, c'est pas une option. C'est cool. On envoie aussi les gens en rendez-vous client, hein, comme ça ils écoutent ce que les clients ont à dire, donc ils sont en écouteur passif, parce qu'avec Covid, malheureusement, on était quand même souvent sous Zoom. Donc, c'est pratique d'envoyer des gens écouter ce que les clients ont à dire, surtout dans les ateliers d'implémentation. Donc, ça leur permet aussi de comprendre à quel moment il y a des problèmes et quels sont les retours des clients à ce moment-là. Trop cool. Il y a Happy Bizdy 1217, donc on va dire HP, qui vous demande: comment est la culture de collaboration entre product et engineering chez Miracle? Parce que je vais rebondir aussi par rapport à ça, parce que tout à l'heure, vous avez dit il y a 250 tech et ça comprenait product et tech. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir quand même quelque chose de fort entre vous. Oui, enfin honnêtement, je sais pas comment ça peut marcher autrement. On est quand même sur... on développe un produit qui est assez complexe, dans lequel il y a beaucoup de fonctionnalités. La collaboration dans l'équipe, le fait d'avoir créé des squads où le PM appartient à la squad, il fait partie intégrante de la squad, c'est un vrai couple, le lead dev, le squad lead et le PM. Et pareil, si tu remontes dans la hiérarchie, tu vas avoir le senior engineering manager qui va avoir un senior product manager, tu vas avoir un engineering director qui va avoir un product director, et enfin Isabelle et moi. Déjà, ça passe par une bonne entente à tous les niveaux. C'est hyper important, c'est de l'idée par l'exemple. Et si tu veux, honnêtement, on n'a pas souvent ce type de discussion chez nous, parce que de la même façon, quand tu vois, souvent, ou même dans des précédentes boîtes, tu avais les sales vendent tout et n'importe quoi, et après notre roadmap se retrouve. On est conscient de ce qu'on doit faire. Tu vois, on doit développer un produit qui doit être attractif sur le marché. Le job des sales, c'est de vendre notre produit le maximum. On doit faire le produit qui doit être aussi le plus attractif sur le marché. Donc, tu vois, il n'y a pas de conflit. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc, et c'est quelque chose que tout le monde absorbe assez rapidement
dans la Miracle Academy, quand tu rejoins, on va parler d'onboarding, je crois, un peu plus tard, ça fait partie des sujets. Tu vois, vraiment, c'est pas que l'engineering et le produit, c'est nos cérémonies, labs, c'est-à-dire produit, design, IA, data, sont ouvertes à tout le monde dans la boîte. Si tu veux venir écouter la sprint review de tel squad, si tu veux venir à la démo de n'importe quel squad, c'est open. Tu viens, tu regardes comment le produit évolue. On a des gens de la finance qui se connectent à nos cérémonies pour venir voir comment nos fonctionnalités évoluent. C'est la culture de la boîte. Alors, je sais que ça fait un peu pays oui parfois, mais... Alors après, on se dit quand même, tout le monde a des opinions chez Miracle. Ça, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que c'est mieux en fait comme ça. Quand les gens ont des opinions, qu'ils les défendent, c'est-à-dire que c'est rare de voir les équipes engineering qui sont autant impliquées dans le business et qui sont capables de challenger le PM sur les enjeux business. Et inversement, on a quand même des PM qui sont très engagés avec leurs équipes techniques et qui vont aussi les challenger, peut-être sur la façon dont ils font les API, etc. Donc il y a quand même des débats. Enfin, c'est vrai qu'on trouve toujours un compromis, on trouve toujours une façon de travailler ensemble. Mais c'est important, en fait, c'est sain de débattre des choses. Sinon, on fait tous la même chose et on ne sait pas si on va dans la bonne direction. Voilà. Donc, pour reparler de la priorisation plus tôt, c'est toujours sympa de confronter les idées. Et je pense que c'est important chez nous d'avoir des gens qui ont des vraies opinions et qui maîtrisent suffisamment leur sujet pour se dire, OK, je peux aussi challenger ce que dit le PM sur la partie business et inversement pour le PM, pour le design ou les ingénieurs. Mais du coup, c'est quand même important. J'ai l'impression de plus en plus j'entends, je parle avec des CPO, plus ce binôme tech-product qui fonctionne bien, c'est quelque chose qui fait que la boîte explose ou en tout cas fonctionne très bien. Ou alors, justement, si le produit n'aime pas la tech et la tech n'aime pas le produit, à ce moment-là, c'est beaucoup plus conflictuel. Et en fait, c'est plus du challenge, c'est juste non, mais je suis pas d'accord avec toi et on ferme là la discussion et c'est pas une discussion en fait. Non, mais comme le disait Naji, à la fin de la journée, on a les mêmes objectifs, on a la même mission. Et on essaie tous de faire bien les choses, donc on trouve toujours une solution et on se rend compte à un moment donné que c'est l'un ou c'est l'autre qui avait raison, ou on trouve un compromis qui fonctionne bien. Et c'est aussi ça, il n'y a pas de bonne réponse dans le produit, c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc à la fin de la journée, une fois qu'on a écouté toutes les idées, on se met d'accord sur ce qu'il y a à faire et on avance dessus. Et tu as des responsabilités. Oui, exactement. Les gens ont des responsabilités. Chacun. Exactement. Et en dernier ressort, c'est le PM qui est le patron de son produit, donc qui tranche. Donc on responsabilise vraiment les PM en disant, voilà, si tu prends la décision, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, faudra voir comment arranger. Mais c'est normal, c'est la responsabilité. On parle d'ownership. L'ownership, ça vient aussi avec la responsabilité que ça fonctionne. Complètement. Et vu que vous avez du coup une marketplace et qui a l'air d'avoir des clients dans le monde entier, est-ce que l'internationalisation a fait bouger votre organisation Est-ce qu'elle impacte votre organisation au jour le jour ou est-ce que vous avez des squads dédiés pour de l'international et des squads dédiés pour du local Qu'est-ce qui... On l'a eu à une époque, après 2-3 ans, quand on a commencé à s'ouvrir à l'international. Au début, c'était évidemment franco-français. On avait créé une team I-18N, je me souviens. Ouais, I-18N. Qui était l'idée par... J'ai bien connu. Qui était dirigé par un ancien développeur de Miracle qui s'appelle Benoît Lateltin, qui est toujours chez nous. Aujourd'hui, c'est un peu différent vu que tu as l'ownership au sein de ton squad. Les sujets de ta squad, s'ils sont impactés par des sujets internationaux, tu vas devoir les traiter au sein de ton catalogue, si tu veux qu'ils soient multilingues. C'est pas toujours les mêmes enjeux au sein des différentes squads. Après, tu as des sujets un peu plus transverses, la traduction, les langues, peut-être Isabelle peut t'en dire plus, mais tu as aussi, dans l'internationalisation, tu as aussi beaucoup de législation et de regulation que tu dois... Mais ça, je pense qu'Isabelle peut plus. Ouais, en fait, c'est pas tellement l'organisation qui est impactée par l'internationalisation, mais vraiment la façon dont tu penses le produit. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut que tu penses ton produit pour qu'il soit internationalisé. Donc, comment est-ce que tu traduis dans
toutes les langues sur lesquelles on sert aujourd'hui. Je dis pas de bêtises, mais on a plus d'une vingtaine de langues. Donc aussi bien des langues qui se lisent de droite à gauche que de gauche à droite. T'as tous les caractères imaginables. On vient d'annoncer l'ouverture du Japon. Donc il a fallu traduire notre application en japonais. Donc ça, c'est des enjeux. Et donc ça, c'est les enjeux au niveau produit, de s'assurer d'avoir une vraie stratégie de product content, justement, d'avoir les bons outils en place, d'avoir un content system qu'on est en train de développer pour faire en sorte que la localisation, la traduction en multilangue soit la plus facile possible pour nous. C'est la gestion aussi des demandes des clients, parce que les clients brésiliens n'ont pas forcément les mêmes attentes que les clients australiens. Et là, on a développé des moyens pour nous d'être beaucoup plus proches de nos clients avec ce qu'on appelle des User Advisory Boards. Et là, on a, avec chaque région, une session avec nos clients où on leur parle pour comprendre leur réalité du terrain, qui n'est pas la même que l'Europe, qui n'est pas la même que les États-Unis. Donc ça permet de voyager un peu, parce qu'on part à Sao Paulo dans 3 semaines, là, mais aussi de rencontrer les clients et de leur parler, parce que nos clients, c'est des entreprises, c'est pas des utilisateurs comme toi et moi, donc il faut aussi être capable de comprendre leur réalité sur le terrain. Donc ça, c'est ça l'enjeu de l'internationalisation pour nous, c'est l'enjeu de régulation, comme disait Naji, s'assurer qu'on puisse gérer les spécificités de langue et effectivement parler à nos clients, être près d'eux. La partie discovery, c'est pas que le client qui est assis à côté de nous parce qu'il a les bureaux à Paris, mais aussi tous les autres avec leur réalité terrain. Après, ta question portait aussi un peu sur l'organisation. Ouais. Notre équipe Labs, elle est en très très grande majorité en France. Ouais. 99%. On a des bureaux à Paris, des bureaux à Bordeaux et on autorise le full remote en France. Là où organisationnellement on va avoir quelques petites adaptations, c'est sur les équipes qui s'occupent de l'infrastructure. On va avoir 2 personnes aux US pour couvrir des amplitudes horaires un peu plus grandes. Et pareil sur le support. Là tu vois, on parlait de l'ouverture de Miracle au Japon. Bon, tu décides d'ouvrir Miracle Japon, l'un des premiers postes que tu recrutes, c'est du support au Japon. Il n'y a pas de... Tu vois, les Japonais, ils veulent parler japonais. Voilà. Donc, tu vois, tu t'adaptes aux cultures vers lesquelles tu vas. Voilà. Donc, c'est surtout lié aux spécificités des gens avec qui on va travailler. Donc, c'est infrastructure et support. On a encore une question du chat de Captain Nashiro par rapport aux sales. Justement, en parlant de conséquences, quand les sales vendent des features qui ne sont pas en cohérence avec la vision produit, comment est-ce que vous gérez ce phénomène ? Ça n'arrive pas. C'est vrai ? C'est extrêmement rare. Non, mais faut être rigoureux, sinon tu t'exploses en plein vol. C'est arrivé sur des micro-sujets, mais qu'un dev vende un truc qui est sorti de nulle part, ou tu vois une fonctionnalité, ah oui, vous inquiétez pas, c'est dans la roadmap, moyen terme, court terme. Non, c'est interdit. Je rappelle quand même que le patron de la tech et du produit chez Miracle, c'est notre CEO, Philippe Corot. Et il se trouve qu'il est aussi le patron de tout le monde. donc les sales, ils font attention. Okay. Quand ils ont des demandes, il y a une bonne collaboration. Du coup, ils nous en parlent. Et on en discute et on regarde ce sur quoi on peut s'engager ou pas. On a une vision, il y a la partie commerciale. Notre job, c'est de mélanger les deux. Et c'est après, on est pragmatique, tu vois, si ça nous permet si c'était dans la roadmap, que c'est un changement d'ordre, qu'on le fait un peu plus tôt que prévu et ça nous permet de décrocher un beau logo, faut être pragmatique aussi dans la façon dont tu approches le commercial. Je veux dire, nous, au produit, aussi bien que la tech, on est là pour la réussite de l'entreprise. Mais quand ça arrive, effectivement, on en discute et on voit comment ça impacte notre roadmap. Et on essaye de faire en sorte que ce soit le plus limité possible parce que on a un très bon produit, on veut qu'ils vendent notre produit et pas une roadmap. Donc c'est vraiment la consigne pour tout le monde. Et je le répète, on vend un produit et pas une roadmap. Pour Capitaine, donc avoir un CEO qui fait tech et produit et pas business. Donc, je blague. Non mais ça aide. Ça aide. Hein. Ça aide. Et dernière question pour clore le sujet sur l'orga. Si vous aviez un conseil pour des personnes qui sont dans des entreprises où l'orga,
ça fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui ferait que généralement c'est pour le vendre plus haut, parce que plus haut ça peut être plus compliqué. Qu'est-ce qui ferait que quel est l'argument qu'il faut donner en fait en haut pour faire changer des orgas qui ont des petits dysfonctionnements? Est-ce qu'il y aurait un argument, pas miracle, mais quelque chose qui va être impactant pour quand on se pose la question, ok, bon là il faudrait changer vraiment mon orga parce que ça ne va pas. L'argument magique, c'est de dire que tu vas faire les choses plus vite. Ouais. Genre, si tu es capable d'expliquer que tu vas aller plus vite, s'il y a quelqu'un qui te dit non, c'est bizarre. Je pense que exactement, tous les CEO, la première question qu'ils te demandent quand tu es Head of Product, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite. Donc, une des solutions, c'est de se réorganiser pour être plus efficace. Et la réorganisation, elle s'explique très bien parce qu'il y a des manques d'efficacité. Donc, clairement, il y a très peu de gens qui vont dire non à ça, la vélocité. Est-ce que, avec vos emplois du temps, vous avez le temps de faire de la veille? Oui. Produits, tech. Vous passez combien de temps par semaine, mois, jour? Par semaine, une bonne dizaine d'heures. Ok. Ça fait quand même une... Ok, c'est cool. Twitter. Alors moi, j'ai peut-être pas autant de temps pour faire de la veille. C'est plutôt 1 à 2 heures par semaine. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, là, on a de la chance et qu'on a une équipe on a du Product Ops qui fait aussi de la veille pour nous aider à nous assurer qu'on a toujours les meilleures pratiques. On a aussi du Product Marketing qui font beaucoup de veille sur ce qui se passe sur le marché. Donc, j'ai de la chance qu'on me prédigère peut-être un peu le travail, donc j'y passe un peu moins de temps, mais c'est hyper important. Quand tu es patron de ton équipe, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe sur le marché, les tendances, etc. Eh ben, on fait exactement la même chose que tes Product Ops et tes Product Marketing Managers. On digère un petit peu tout ça et on lance l'actualité produit avec le Rewind produit.